qu'est-ce que ça veut dire? Dans la chronique de Rima El Khoury intitulée « Avez-vous 2 minutes pour Mustapha » qui est parue le 28 mai dernier, on apprend comment un ingénieur étranger, parfaitement qualifié, n'arrive pas à trouver du travail au Québec. Voici un extrait de l'article. Mustapha m'a lancé la question en m'invitant à prendre 2 minutes pour écouter une vidéo racontant son parcours digne de la maison qui rend fou, des 12 travaux d'Astérix, l'histoire d'un immigré hautement qualifié de 32 ans qui, après 4 ans d'efforts et plus de 1000 CV envoyés sans réponse, garde toujours espoir de trouver du travail dans son domaine. Sachez que 3 jours après la parution de l'article de Rima El Khoury, Mustapha a trouvé du travail. Pour redéfinir le mot étranger, puisque c'est le qualificatif qu'on lui appose, nous retrouvons sur ce plateau Ouda Assal. Bonjour Ouda. Bonjour. Chercheur, historienne et auteur du livre Se dire arabe au Canada, pour lequel on vous a rencontré pour la première fois l'automne dernier et qui était rempli de statistiques, Ouda Assal, voulant que les gens d'origine arabe, qui sont très qualifiés, plus qualifiés que les Québécois de souche, pour employer ce terme, et pourtant, ils sont beaucoup plus susceptibles d'avoir des problèmes à trouver de l'emploi. Là. Déjà, on était dans cet univers-là, dans votre travail de recherche, Ouda Assal. Alors, tout à fait. Et je reprenais aussi l'histoire de l'immigration et l'histoire des politiques de naturalisation. Et ça, c'est vraiment très important pour redéfinir qu'est-ce qu'un immigrant et qu'est-ce qu'un étranger, justement, puisque c'est pas tout à fait la même chose. Mais non, c'est quoi la différence entre immigrant et étranger dans la perception populaire, à votre avis, Ouda Assal? Alors, dans la perception populaire, c'est toujours difficile à dire. C'est sûr qu'un étranger, ça met une distance un peu plus grande, ça crée une connotation péjorative, je dirais, parfois. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, on n'est pas d'ici. Alors, c'est pas forcément le cas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un étranger, d'un point de vue administratif, c'est un statut très clair, qui est une personne qui vit dans un pays dont elle n'a pas la nationalité. Donc, on peut essayer de demander autour de nous. Alors, Mustapha, on dit que c'est un travailleur étranger, en effet, mais il est probablement résident permanent ou déjà canadien, je ne sais pas. Donc, en fait, un immigrant, c'est juste une personne qui est née dans un autre pays et qui vit aujourd'hui au Canada, en l'occurrence. Oui, avec un statut officiel ou non officiel. Ça, il faut le déterminer à chaque fois. Ça vient d'où, le mot étranger? C'est apparu quand dans l'histoire de la langue française? Alors, assez tôt, je dirais autour du 13e, 14e siècle. Ça vient du latin extraneus, donc ça existait déjà en latin. Et ça voulait dire, c'est un mot très commun qu'on utilise tout le temps, ça veut dire extérieur, qui n'est pas du pays, qui n'est pas de la famille, qui vient du dehors, en gros. Finalement, ça veut dire qu'il n'appartient pas au groupe. Mais alors, les frontières du groupe, évidemment, elles sont mouvantes. On imagine qu'autrefois, un étranger pouvait juste être une personne qui n'était pas du village. Ben absolument. C'est l'histoire du survenant de Geneviève Guévremont. C'est ça qui se passe, là. L'étranger, il vient d'un autre village, en fait. Oui. Alors évidemment, oui, cette définition de l'étranger, elle est très très large dans la littérature. On a beaucoup écrit là-dessus parce qu'évidemment, il y a un sentiment très fascinant sur l'étranger, sur la différence qu'il y a entre lui et nous. Et d'ailleurs, ça a donné le mot étrange. C'est quelqu'un dont on ne comprend pas tout à fait comment il réagit, comment il pense, etc. Mais alors, pour revenir au statut d'étranger aujourd'hui au Canada, on va dire que ce qui est important, c'est peut-être de rappeler un petit peu l'histoire, de rappeler un peu à partir de quand une personne est étrangère. Donc, j'ai dit que c'était lié à la fois aux politiques d'immigration et aux politiques de naturalisation. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une manière de rentrer dans un pays, il y a des frontières qui sont mises en place, et puis il y a une manière de devenir citoyen de ce pays. Et donc, pour ce qui est du Canada, par exemple, évidemment, il faut toujours rappeler l'histoire. On est dans un pays colonial du Nouveau Monde où les premiers arrivants, les premiers Européens qui sont arrivés, se sont installés sans réellement demander d'autorisation aux peuples autochtones qui, eux, n'avaient pas du tout cette vision de la terre comme une possession et qui, du coup, ont rentré à cette époque-là. Et donc, les Européens s'installent et puis un jour, ils s'installent et ils se mettent à eux-mêmes importer, on va dire, en tout cas faire venir des immigrés pour construire le pays. Et donc là, on va avoir tout un tas de travailleurs, immigrés ou étrangers. Alors, ils étaient souvent pas citoyens à l'époque. Ils venaient pour une période déterminée, hein? Oui. Alors, beaucoup sont restés quand même, en effet. Mais alors, les politiques d'immigration n'étaient pas aussi bien codifiées qu'aujourd'hui. On avait surtout des politiques aux frontières. Mais le développement vraiment de papier, d'identité et de papier de nationalité date de 1947. Quand même! Avant cela, avant 1947, on est quand même citoyen britannique, hein. C'est surtout ça qui est intéressant. Et après 1947, on a vraiment une nationalité canadienne et on a la première loi sur la citoyenneté canadienne. Daniel Turcotte. Quoi? Non, Est-ce que c'est bien vrai? Je vous vois réagir. Quoi? Oui. Non, mais c'est parce que, comme par exemple, autrefois, il y a très très longtemps, la notion d'étranger, par exemple, pour les Romains, ce qui était à l'extérieur de l'Empire romain, ou pour les Grecs, il n'y avait pas de mot, on disait pas un étranger, on disait un barbare. Alors, il y avait toujours une espèce de jugement, une espèce de rejet. On se prenait pas d'un fleur du tapis. Non, mais c'est ça. Oui,
C'est direct. Oui. Donc, c'est à partir de 1947 que la citoyenneté canadienne est émise. C'est ça. Seulement Alors avant, il y a quand même des lois qui sont celles de la Grande-Bretagne. Hein. On est quand même sous la couronne britannique, donc il y avait quand même des papiers de citoyens britanniques. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est peut-être de venir à la période un peu plus contemporaine et de voir que justement, à partir, en tout cas tout le XXe siècle, on a un contrôle des frontières qui est extrêmement restrictif. J'en ai parlé longuement dans mon livre, où certaines catégories de population, selon leur origine ou leur race, d'ailleurs à l'époque, c'était ça. Les Asiatiques notamment. Il est obligé de payer une taxe, si je me rappelle bien. Oui. Tout à fait, mais la taxe était tellement prohibitive qu'en fait, c'était une manière de ne plus faire rentrer d'Asiatiques après qu'ils aient construit le chemin de fer, participé aux industries, etc., évidemment. Donc tout ça, c'est au début du XXe siècle. Donc c'est intéressant à rappeler. Et c'est intéressant à rappeler qu'il y avait vraiment une discrimination très forte qui était à la fois liée aux besoins de l'économie. Donc on les a fait venir quand on en avait besoin. Et puis à un moment, on a fermé les frontières parce qu'on n'en veut plus. C'est charbon, mais aussi à la hiérarchie raciale. Il fallait garder une cohésion blanche, anglo-saxonne, etc. pour le pays. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les lois d'immigration, qui sont pas tout à fait, qui ont quand même beaucoup évolué, évidemment, maintiennent quand même des catégories de migrants différentes. Et notamment, alors quand on dit citoyens canadiens, ça c'est une chose. Ensuite, vous avez les résidents permanents qui, eux, ont des droits assez proches de ceux des Canadiens, hormis le droit de vote et les droits politiques. Même si, évidemment, selon le passeport que vous possédez, c'est plus ou moins facile d'être résident permanent. Ou dans la salle, excusez-moi mon côté néophyte, mais est-ce que le statut de citoyen permanent peut se transformer en celui résident permanent? Résident permanent peut se transformer en statut de citoyen? C'est le meilleur statut migratoire. C'est-à-dire quand vous arrivez en résident permanent, c'est normalement au bout de 4 ans plein, vous pouvez maintenant demander la nationalité canadienne. Donc il se transforme. Alors ça met un peu plus de temps que 4 ans, ça en met 5, 6, 7 parce que la lourdeur administrative est devenue vraiment très très problématique. Mais toujours est-il que normalement oui, les résidents permanents ont plutôt vocation à rester et à devenir citoyens. Le véritable problème, et c'est sur ça que j'aimerais insister, ce sont les programmes de travailleurs étrangers. Et bon, d'étudiants aussi, etc. Mais ceux qui sont vraiment intéressants, c'est ceux des programmes de travailleurs étrangers qui sont donc tous ces travailleurs qu'on a dans l'agriculture, dans les industries, dans le travail domestique, toutes ces jobs que personne d'autre ne veut faire. Elles sont faites par des immigrants qui viennent là pour une période déterminée avec un employeur. Comme les Mexicains sur les fermes, par exemple. Exactement. Et donc c'est par nationalité d'ailleurs les secteurs d'emploi, ce qui est vraiment là aussi problématique en termes d'imaginaire. Mais surtout, ils ont des droits limités, notamment dans les accès aux soins, dans le droit du travail. Ils n'ont pas les mêmes droits que tout le monde. Et donc, il y a eu énormément de critiques et de mobilisation là-dessus. Et l'autre chose, c'est qu'ils ont vocation à partir. Et c'est aujourd'hui la majorité des visas qu'on donne aujourd'hui au Canada sont des visas temporaires et non plus permanents. Donc évidemment, la question de Mostafa est certainement venu en tant que résident ou travailleur qualifié. Je ne sais pas, il y a beaucoup de statuts. Mais là, c'est plutôt voilà, un ingénieur, il a vocation à rester. Puis donc il a de la discrimination à l'embauche, ça c'est encore un énorme problème. Mais les programmes de travailleurs étrangers sont problématiques, d'autant plus que s'ils veulent rester, ils basculent dans l'autre catégorie qui est celle des sans statut. On en a quand même 500 000 à 1 million. Au Canada, c'est un nombre très important qu'on oublie toujours. Oui, tout à fait. Je pourrais revenir vous parler de son statut une autre fois. Certainement, on fera un épisode 2. Et c'est extrêmement discriminatoire puisqu'ils travaillent, ils contribuent à l'économie et ils n'ont alors pour le coup accès à rien, pas la santé, pas l'éducation, etc. En tout cas, il y a des politiques aujourd'hui, on parle d'une cité sanctuaire, donc il y a une volonté, en tout cas pour l'instant un peu limitée, de leur donner des droits, mais c'est vrai que c'est tout à fait problématique et c'est une question qui n'est pas résolue. Ouda Assal, on va placer les références des ouvrages qui ont pu évidemment nourrir votre réflexion autour de cette redéfinition du mot étranger sur notre site web. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Avec Marie-Louise Arsenault, plus on est de fou, plus on lit. Sur Ici Radio-Canada. Première.